L'histoire de Pablo Emilio Escobar Gaviria commence le 1er décembre 1949 à Rio Negro, une petite ville agricole située à une trentaine de kilomètres de Medellín. Medellín peut être déjà familière pour vous, puisqu'elle est la deuxième ville la plus peuplée de Colombie après Bogota. Pablo a grandi au sein d'une famille nombreuse, entourée de 6 frères et sœurs. Son père, Abel de los Dolores Escobar, était un agriculteur de la région, très absorbé par son travail, ce qui le rendait peu présent pour ses enfants. En conséquence, Pablo et ses frères et sœurs ont été principalement élevés par leur mère, Herminilda de los Dolores Gaviria. La mère de Pablo Escobar était institutrice et a occupé différents postes dans diverses écoles de la région, ce qui les a amenés à déménager fréquemment. La région de Medellín, où la famille s'est installée, était marquée par une forte violence à l'époque. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel le jeune Pablo Escobar a grandi, il est essentiel de faire un bref rappel historique. Nous sommes à la fin des années 40 en Colombie, et le pays est en proie à une guerre civile qui oppose le Parti conservateur au pouvoir, aux libéraux qui cherchent à renverser le gouvernement. Cette période est également marquée par des groupes de criminels et délinquants, souvent originaires des zones rurales, pour terroriser les plus riches de Colombie et piller les commerces. Pablo a grandi dans un environnement très tendu et marqué par la violence dès son plus jeune âge. À l'âge de 12 ans, il a déménagé avec sa famille dans la ville d'Envigado, située au sud de Medellín. C'est là qu'il a fait la rencontre de jeunes fascinés par la révolution cubaine, notamment par son leader, Fidel Castro. Pablo s'est profondément identifié à cette figure révolutionnaire qui avait renversé le système. À son échelle, il a commencé à jouer un rôle dans la révolution, bien que de manière non conventionnelle. Il a triché à l'école, mais il faut se rappeler qu'il n'avait que 12 ans. Medellín, où il a grandi, était une grande ville de Colombie et, à cette époque, la capitale du crime. Pendant son adolescence, Pablo a développé des activités plutôt louches, voire sombres. Il a volé des pierres tombales dans les cimetières, effaçant les noms pour les revendre. Il a volé des voitures, vendu des cigarettes de contrebande et a même commencé à former une petite bande avec son cousin Gustavo Gaviria. Avançons dans le temps, en 1971, lorsque Pablo avait 21 ans. Il commençait à devenir de plus en plus populaire à Medellín, notamment grâce à un événement précis. Il a revendiqué la responsabilité du meurtre d'un millionnaire retrouvé étranglé dans la ville. Que ce soit vraiment lui derrière ce meurtre reste sujet à débat, mais en revendiquant l'acte, Pablo savait que cela renforcerait sa réputation et son soutien parmi les classes populaires. Pour les pauvres des quartiers populaires de Medellín, Pablo Escobar est devenu une sorte de Robin des Bois moderne. Au début des années 70, Escobar était un criminel notoire, impliqué dans des vols, des meurtres et le trafic de marijuana. Il avait entendu parler du changement de préférence des jeunes Américains pour des drogues plus fortes que la marijuana, notamment la cocaïne. Pablo savait que la cocaïne provenait des feuilles de coca qui abondaient en Amérique du Sud, ce qui lui offrait une opportunité. Il a rapidement mis en place des structures pour acheter de la cocaïne auprès des producteurs, puis la faire passer aux États-Unis via des passeurs, tout en prenant une commission considérable. Grâce à ce business, il a commencé à générer plusieurs millions de dollars chaque semaine. Oui, par semaine. Ses méthodes pour faire taire ceux qui le gênaient étaient brutales. Et il avait déjà versé beaucoup de sang à un si jeune âge. Pendant plusieurs années, Pablo a consolidé ses activités criminelles pour devenir le maître incontesté du trafic de drogue entre la Colombie et les États-Unis. Tout puissant, il était adulé par beaucoup et avait toutes les femmes qu'il désirait. À l'époque, il n'y avait que 2 hommes en Colombie avec un avion privé, lui et un autre. Il utilisait cet avion pour transporter des femmes depuis le Brésil et l'Argentine. À l'âge de 23 ans, Pablo a rencontré une jeune fille, Maria Victoria Henao, qui avait alors seulement 12 ans. 3 ans plus tard, ils se sont mariés, malgré l'opposition de la famille de Maria. Ce mariage s'est principalement déroulé parce que Maria avait désormais 15 ans et était enceinte. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Juan Pablo, en 1977, et Manuela, en 1984. Et comme beaucoup de parrains de la drogue tels qu'on peut les imaginer dans les films, Pablo Escobar est très attaché à sa famille. Il est prêt à tout pour protéger sa mère, sa femme et ses enfants. Cependant, il passe quand même son temps à tromper sa femme avec des jeunes filles plus jeunes. Bon,
À cette partie de l'histoire, on peut dire que Pablo Escobar est installé. Il a une vraie vie de famille et ses activités dans la drogue n'arrêtent pas de grossir. Juste parce que j'ai trouvé ça incroyable, en 1776, il a quand même développé, avec l'aide d'un associé nommé Carlos Leder, un énorme réseau de transport et de stockage de drogue aux Bahamas. Pour ce faire, Escobar et Leder achètent une île, c'est l'île Norman Sky, sur laquelle ils font construire un hôtel, des pistes d'atterrissage, des héliports, surtout des aires de ravitaillement en cocaïne. Au même moment en Colombie, il développe ses propres laboratoires pour la fabrication de cocaïne. Et je vous précise quand même que Pablo Escobar, qu'on appelle quand même le roi de la cocaïne, en consomme, lui, en réalité, très peu. Sur certaines archives vidéo qu'on a pu retrouver, on peut même l'entendre dire que c'est un peu ridicule de consommer de la cocaïne. Il faut être réaliste, nous sommes en train de vivre la civilisation de la cocaïne. La cocaïne est en train d'envahir le monde. Pourquoi est-elle en train de l'envahir? Parce qu'elle est une drogue moins forte et moins nuisible que d'autres. Le problème des drogués est un problème de manque d'éducation et de discipline. C'est pareil avec l'alcool. Il n'y a aucune différence entre un homme couché sur le trottoir parce qu'il est ivre et un drogué. En 1776, il décide de passer dans une autre dimension. Il va s'associer avec d'autres narcotrafiquants, notamment avec son ami Carlos Leder dont on parlait avant. Tous ensemble, ils créent le fameux cartel de Medellín. Le cartel de Medellín, c'est une folie. Le chef du cartel de Medellín, à partir de là, je préfère vous prévenir, ça devient n'importe quoi. Le cartel de Medellín couvre tout le territoire colombien. Les membres travaillent avec des tueurs à gages, et tous les moyens sont bons pour faire passer de la cocaïne, que ce soit dans des pneus de voiture, via des sous-marins, ou même grâce à des mules, c'est-à-dire des personnes, des vrais gens, qui passent la frontière avec des capsules de cocaïne directement dans l'estomac. Oui, vous avez bien compris. Ils avalent des sachets de cocaïne en plastique et ils les récupèrent à la fin du voyage. Je vous laisse imaginer comment. Ah oui, et information importante, le cartel travaille aussi avec la police, les juges et même les politiciens. Il faut bien comprendre que les hommes d'Escobar sont couverts par le gouvernement colombien, qui autorise par exemple tous les vols illégaux d'avions ou d'hélicoptères qui appartiennent au cartel. À 29 ans, Pablo Escobar, qui est le chef du cartel, est libre de faire tout ce qu'il veut en Colombie. Bon, il faut avouer qu'il a une méthode assez efficace. En fait, il dit aux gens, je fais ce que je veux. Tu me laisses le faire. Je te donne de l'argent. Tu acceptes ou tu meurs. Est-ce que c'est bon pour vous? Et les gens, en général, préfèrent garder la vie. C'est d'ailleurs sa devise, aujourd'hui assez célèbre, qui tient en 3 mots, plata o plomo, l'argent ou le plomb. Nous sommes en 1979 et à ce moment, tous les membres du cartel de Medellín sont devenus milliardaires. Ils ont accumulé une telle richesse qu'ils doivent dissimuler des sommes considérables dans divers endroits, que ce soit entre les murs, dans les matelas, sous les lits, voire même directement dans des entrepôts destinés à la cocaïne. Dans un secteur où les transactions se font principalement en liquide, il existe néanmoins un problème majeur. D'importantes sommes d'argent sont régulièrement dévorées par des rats. Oui, ces rongeurs finissent par grignoter les billets. Il est essentiel de noter que, à cette période, le cartel de Medellín domine de manière écrasante le marché mondial de la cocaïne, en contrôlant environ 80% de ce marché. Comme mentionné précédemment, c'est une situation stupéfiante, mais cette réussite ne s'arrête pas là. C'est en 1979 que Pablo Escobar, désormais surnommé Don Pablo, décide de faire construire une propriété exceptionnelle. En termes de grandeur, il fait ériger ce qui sera appelé la Hacienda Nápoles, située à 100 km de Medellín. Cette propriété s'étend sur 20 km², dotée d'un lac artificiel, 6 piscines, une piste d'atterrissage, des héliports, ainsi qu'un zoo et une piste de karting. À l'entrée de sa demeure, il installe même une réplique de l'avion qui a servi pour son tout premier transfert de cocaïne vers les États-Unis. Au sein de sa luxueuse résidence, Pablo organise d'immenses fêtes auxquelles participent des personnalités de l'élite américaine et colombienne, avec une abondance de cocaïne et d'alcool. À cette époque, le cartel de Medellín est à son apogée, générant plus de 25 milliards de dollars annuellement.
En plus de ces festivités grandioses, Pablo redistribue une partie de sa fortune aux plus démunis. Il fait construire des terrains de football, et érige des centaines de logements. Il crée en réalité un quartier qu'il baptise le Barrio Pablo Escobar. Bien que ce quartier ne figure pas officiellement sur les cartes, cette démarche renforce davantage l'image de Pablo Escobar en tant que Robin des Bois moderne aux yeux des pauvres, alors que les riches le perçoivent comme une menace. Néanmoins, il est essentiel de rappeler que cette vision embellie masque une réalité bien plus sombre. En effet, Pablo Escobar est un narcotrafiquant notoire et un criminel responsable de milliers de décès. Publiquement et médiatiquement, Pablo cherche à être perçu comme un héros populaire. Il commence même à aspirer à être légitimé démocratiquement. En 1982, il se présente aux élections pour le Congrès colombien et il est élu député suppléant. En tant que suppléant, il remplace le député en cas d'absence, bien que tout le monde sache qu'il en est l'instigateur. La classe politique se plie à ses désirs. Toutefois, ce statut de suppléant n'est pas suffisant pour Pablo Escobar, qui nourrit de plus en plus d'ambition politique. C'est à ce moment que les problèmes commencent. Pablo est extrêmement populaire à Medellín, mais il est très impopulaire à Bogota, la capitale. Il a notamment des ennemis dans les hautes sphères du pouvoir, parmi lesquels le président colombien Belisario Betancur et son ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla. En janvier 1984, pour contenir l'ascension politique de Pablo Escobar, il commence à enquêter sur le financement de sa campagne électorale. Le fait qu'il n'ait pas eu besoin de chercher bien loin pour l'expulser du Congrès en dit long sur le niveau de corruption existant. À cette époque, un autre cartel de la drogue, le cartel de Cali, dirigé par les frères Rodríguez Orejuela, souhaite éliminer Pablo. Pour compliquer encore davantage la situation, le gouvernement américain commence à prendre conscience de l'ampleur du problème de la cocaïne et de la nécessité d'y mettre fin. Les autorités américaines envisagent même d'extrader les narcotrafiquants colombiens qui ont expédié de la drogue aux États-Unis, ce qui signifierait qu'ils seraient jugés outre-Atlantique avec des peines bien plus sévères qu'en Colombie, où la justice est largement corrompue. Les narcotrafiquants colombiens résument leur vision de la vie de la manière suivante. Nous préférons une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. Le vent commence à tourner. Le 30 avril 1984, Pablo Escobar et ses complices décident de frapper fort pour marquer les esprits. À cette date, ils assassinent le ministre de la Justice colombienne, Rodrigo Lara Bonilla. Il est important de noter que Bonilla était en faveur de l'extradition des narcotrafiquants colombiens vers les États-Unis. À ce moment précis, la femme de Pablo Escobar est sur le point d'accoucher et elle est contrainte de fuir Medellín avec leur fils Juan Pablo en raison des menaces de mort qui pèsent sur sa famille. Cela marque le début d'une cavale longue et périlleuse. Pendant 10 ans, Marine Victoria, Juan Pablo et la petite Manuela resteront cachés. Pendant ce temps, Pablo poursuit ses opérations comme s'il était en guerre. En 1985, il réunit une milice composée de révolutionnaires qui l'admirent. Escobar ordonne alors un assaut terroriste contre le palais de justice de Colombie où siègent les juges de la Cour suprême colombienne. L'assaut est d'une extrême violence. Les assaillants, armés jusqu'aux dents, font face à des chars de l'armée colombienne. Au total, cet assaut fait près de 100 morts, dont 11 juges parmi les 24 de la Cour suprême. Les assaillants détruisent également les actes d'extradition vers les États-Unis qui avaient commencé à être adoptés par les juges. Il est important de noter que certaines sources attribuent ces événements à Pablo Escobar, tandis que d'autres évoquent une possible implication d'autres acteurs. Quoi qu'il en soit, cette affaire ressemble à un coup d'État. Quelques semaines plus tard, par crainte d'une nouvelle attaque, le gouvernement colombien renonce finalement au projet d'extradition. Pablo Escobar est momentanément rassuré, pensant qu'il ne sera pas envoyé aux États-Unis. Cependant, quelques semaines plus tard, le projet est finalement adopté. Face à l'ampleur de ses actions, il sait qu'il court un grand risque. Il était déjà recherché par les forces de l'ordre, mais la situation est désormais bien plus grave. Il doit tout mettre en œuvre pour éviter d'être capturé. Commence alors
Une longue cavale pour Pablo Escobar, devenu l'homme le plus recherché en Colombie pendant de nombreuses années. Il parvient à échapper aux autorités, bénéficiant de l'aide de policiers corrompus et de nombreux partisans, particuliers parmi les classes populaires qui l'avaient soutenu. Chaque fois qu'une équipe de recherche se rapproche de lui, il est averti à temps, ce qui lui permet de toujours prendre de l'avance sur les forces de l'ordre. La légende dit même que chaque fois que la police arrive sur les lieux pour essayer de l'attraper, il tombe toujours sur une maison vide bien rangée, le lit encore chaud, presque comme une provocation. Il y en a quand même un qui réussit à le trouver, et c'est un journaliste français, Tony Cogniti, en 1988. Les deux hommes se rencontrent dans la maison privée d'Escobar. Les images sont folles. Pour rappel, Escobar est toujours en fuite. Au moment de cette interview, ça fait déjà 3 ans qu'il se trouve en cavale, et malgré ces dizaines de milliards de dollars qui le placent quand même en haut de la liste des fortunes mondiales, il commence à ressentir de la fatigue. Son plus grand plaisir, qui est de passer du temps en famille avec sa mère, sa femme et ses enfants, devient compliqué. Son pire cauchemar est d'être extradé vers les États-Unis. Il fait tout pour faire craquer le gouvernement colombien. Sa méthode consiste à organiser des attentats et des crimes de grande envergure, qu'il gère à distance depuis sa planque. Des exemples, il y en a beaucoup, mais il y en a un qui a particulièrement marqué les esprits. C'est quand, le 18 août, Luis Carlos Galán, le candidat favori à l'élection présidentielle colombienne, devait faire un discours très attendu dans la ville de Soacha, en banlieue de Bogota. Au moment où le candidat monte sur scène pour prendre la parole, il est abattu devant la foule. Assez vite, tout le monde comprend que c'est Pablo Escobar qui est derrière tout ça. Il perd la ferveur du peuple qui soutenait Galán. Désormais, Escobar est même considéré par beaucoup comme un ennemi du peuple. Et pourtant, il ne va pas s'arrêter là. Escobar décide d'éliminer un autre candidat à l'élection présidentielle, César, le successeur de Galán. La méthode est sanglante. Il sait que Gaviria doit prendre un avion le 27 novembre 1989. C'est le vol Avianca 203. Escobar fait placer une bombe dans l'avion. Et seulement 3 minutes après le décollage, la bombe explose en plein vol. L'attentat fait 107 morts. Pourtant, cet acte est inutile, car le candidat Gaviria n'était même pas dans l'avion. Quelque temps après, César Gaviria est élu président de la Colombie. Son élection a un impact significatif sur l'ensemble du pays, mais plus particulièrement dans la région de Medellín, où Pablo Escobar maintient un climat de terreur. Il convient de noter qu'en parallèle de ces affaires largement médiatisées, une vague de meurtres liés aux narcotrafiquants sévit quotidiennement. Face à cette situation intenable, les États-Unis décident d'intervenir et offrent une prime pour la capture de l'homme le plus recherché de la planète. Un geste qui motive de nombreuses personnes à s'impliquer dans sa capture. Conscient de la pression internationale croissante, le gouvernement colombien réagit en créant une unité spéciale chargée d'une mission unique, capturer Escobar. Cette unité est connue sous le nom de bloc de recherche. Les forces militaires américaines et colombiennes unissent leurs efforts pour traquer Don Pablo Escobar. Au fil du temps, le bloc de recherche intensifie ses opérations, éliminant de plus en plus de proches d'Escobar. Cela a un impact notable sur le criminel, mais ne le pousse pas à lâcher prise. Il élabore un plan audacieux à l'été. En kidnappant un grand nombre d'enfants issus des familles les plus fortunées de Colombie. Il s'agit en somme d'une prise d'otage assortie d'une condition. Il promet de les relâcher si les membres de ces familles influentes militaient en faveur de l'abolition des traités d'extradition vers les États-Unis. Escobar est résolu à ne pas finir derrière les barreaux américains. La pression s'intensifie alors sur les personnalités les plus puissantes de Colombie, qui s'efforcent de faire pression sur le gouvernement pour parvenir à l'abolition des contrats d'extradition. En 1991, Don Pablo est convaincu qu'il n'aura pas à faire face à une incarcération aux États-Unis. Pour mettre fin à sa cavale, il se livre aux autorités colombiennes, admettant sa culpabilité dans certains crimes, mais pas dans tous. Sa situation est délicate en Colombie. Ce qui suit est presque incroyable. Dans la foulée, le gouvernement colombien, fièrement,
annonce l'arrestation de l'homme le plus recherché du monde. Cependant, il convient de noter que Pablo Escobar a lui-même conçu les plans de la prison où il sera détenu. Les autorités construisent une prison sur mesure pour lui, que Pablo Escobar nomme la cathédrale. Il va même jusqu'à sélectionner les gardiens qui assureront sa surveillance. La situation de détention de Pablo Escobar était plutôt unique. Sa prison ressemblait plus à un lieu de villégiature qu'à une institution carcérale conventionnelle. Elle était équipée d'un terrain de football, d'une boîte de nuit, d'un bar et même d'un jacuzzi. Escobar y recevait sa famille, ses amis et des femmes en toute liberté. De plus, les forces de l'ordre n'avaient pas le droit de s'approcher à moins de 20 km de cet établissement. Il est évident que cette prison était loin d'être une installation sérieuse. En réalité, son incarcération avait davantage une dimension symbolique. On savait où il se trouvait et il ne pouvait plus semer la terreur en Colombie. Néanmoins, depuis cette prison, il continuait à diriger ses réseaux de trafic de drogue, utilisant des méthodes de plus en plus violentes. Il allait même jusqu'à faire livrer certains de ses ennemis en prison qu'il torturait personnellement avant de les tuer. Cette situation fonctionnait bien pour lui, faisant de la prison une sorte de quartier général de la criminalité, un centre de trafic de drogue. Pourtant, le gouvernement colombien, tout comme le reste du monde, était conscient du caractère dérisoire de cette prison. En 1992, le président Gaviria, qui avait survécu à une tentative d'assassinat par Escobar, décida de transférer ce dernier dans une prison classique, plus sécurisée. Cette nouvelle décision fut rapidement portée à l'attention de Pablo Escobar. Il ne pouvait accepter de perdre son confort, alors il décida de s'évader. Il faut dire que son évasion n'était pas particulièrement compliquée, étant donné que les forces de l'ordre n'avaient pas le droit de s'approcher à moins de 20 km de cette prison. C'est ainsi qu'Escobar recouvra sa liberté, mais se retrouva plus seul que jamais. Sa famille était en cavale. Ses associés craignaient d'être capturés s'il restait à ses côtés, et il comprit que toute communication avec le président Gaviria serait impossible. Pablo Escobar tenta alors un dernier acte de provocation pour effrayer le gouvernement colombien. Le 30 janvier 1993, il fit déposer une bombe en plein cœur de Bogota. L'attentat fit de nombreuses victimes, avec une vingtaine de morts et 70 blessés. Le peuple colombien, qui avait déjà vécu plus de 10 ans de terreur dus aux attentats des narcotrafiquants, était à bout. Cela marqua la fin de l'apogée de l'ère Escobar à Medellín. La zone est devenue extrêmement dangereuse et Pablo Escobar est une figure notoirement redoutée. Tout au long de sa vie, il a commandité le meurtre de plusieurs milliers de personnes. Cependant, après l'attaque contre des civils en 1993, le peuple colombien commence à perdre patience. Ils en viennent à penser que s'ils veulent attraper Escobar, ils devront le faire eux-mêmes. C'est ainsi qu'est née l'OSP, l'Organisation de sécurité du peuple, qui est l'acronyme pour persécuté par Escobar. Il s'agit d'une milice composée de ses ennemis provenant de divers horizons. Parmi ses rangs se trouvent des personnes dont Escobar a tué des proches, des conservateurs d'extrême droite, des militaires, des membres du cartel de Cali, le rival du cartel de Medellín et même d'anciens membres du cartel d'Escobar qui ont finalement choisi de le trahir. Les membres de l'OSP sont déterminés et ils éliminent de plus en plus de proches de Pablo Escobar. Parallèlement, les services secrets américains et la police colombienne lancent l'opération Heavy Shadow, au cours de laquelle ils multiplient les arrestations des anciens associés d'Escobar. Au total, plus de 20 000 perquisitions ont eu lieu. Des agents israéliens, britanniques, américains et colombiens, la CIA, la DEA, la section de recherche et bien d'autres sont engagés dans la poursuite. Tous sont à ses trousses et les méthodes employées ressemblent à celles d'Escobar, y compris la destruction par explosion de ses biens immobiliers. Il ne recule devant rien, allant jusqu'à éliminer des membres de sa propre famille. La fin approche inexorablement pour la légende qu'était Pablo Escobar. Le trac se resserre et il doit changer de cachette presque quotidiennement pour échapper à ses poursuivants. La cavale est devenue éreintante, mais Escobar ne peut se permettre d'être rattrapé. Alors qu'il se sent de plus en plus seul, ses appels téléphoniques sporadiques à sa famille se font toujours en mouvement, suivant la règle d'or de la cavale, et il utilise un téléphone portable pour communiquer. Il est difficile de croire, à notre époque,
que ces événements se sont déroulés en 1993. Cependant, il est essentiel de rappeler que Pablo Escobar était alors un multimilliardaire dont l'objectif principal était d'éviter d'être appréhendé. Au cours du mois de décembre de cette année-là, alors qu'il célébrait son 44e anniversaire, caché et isolé, il décida de prendre un risque pour parler à sa famille. Cette fois-ci, il prit moins de précautions en passant un appel téléphonique depuis sa cachette. Les services de renseignement savaient qu'il était sur écoute et c'est ainsi que le 2 décembre 1993, les autorités parvinrent à le localiser. Les forces armées agirent rapidement et encerclèrent complètement sa maison. Escobar se retrouva piégé, et lorsqu'elles pénétrèrent dans la résidence, une confrontation violente éclata. Dans la confusion du moment, Pablo Escobar abattit d'abord son garde du corps. Puis, pris dans un dernier élan de désespoir, il s'échappa par une fenêtre et monta sur le toit, armé d'un pistolet dans chaque main. Il ouvrit le feu dans toutes les directions, hurlant des insultes envers la police. Mais le destin inéluctable se concrétisa lorsque Pablo Escobar reçut 3 balles, une dans la jambe, une dans le ventre et une dans l'oreille. Les blessures étaient fatales, et en quelques instants, le plus grand narcotrafiquant de l'histoire trouva la mort. La tête écrasée contre les tuiles du toit. Immédiatement après sa mort, le 3 décembre 1993, l'annonce se propagea dans les rues de Medellín. Les funérailles de Pablo Escobar furent un événement historique, rassemblant plus de 10 000 personnes. La réaction du peuple colombien fut partagée entre la joie de sa mort et le culte de sa personnalité qu'il avait suscité. À bien des égards, Pablo Escobar demeure une figure controversée qui fascine autant qu'il terrifie. Il est fascinant de constater que même aujourd'hui, il reste une figure controversée. La série Narcos témoigne de son incroyable impact. L'histoire de Pablo Escobar est celle d'un individu qui, issu de la délinquance, devint le plus grand narcotrafiquant de son époque, atteignant la 7e fortune mondiale. Son héritage, enfoui quelque part, continue d'alimenter les récits de zones d'ombre. Pablo Escobar, c'est l'histoire d'un homme proche du peuple qui bâtit sa propre légende, une histoire complexe, marquée par l'ambivalence et les secrets bien gardés. L'histoire de Pablo Escobar, c'est aussi celle de la cocaïne au cœur des relations entre les deux Amériques, une histoire définie par une violence extrême au service d'un commerce totalement démesuré. Pablo Escobar était une figure hors du commun, et son histoire demeurera gravée dans les mémoires pour toujours. Avant de finir, je vous demande de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez ce type de contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir notre travail et à nous dire dans les commentaires quel sujet vous aimeriez approfondir. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. À très vite pour une nouvelle vidéo.